Donc, si on suit toutes les implications, toutes les analogies que fait ce film, Peter Pan est le père du crocodile. Même dans les fanfics les plus starbés, j'ai jamais vu ce lien avant moi, hein, donc bravo pour y avoir pensé. Ok. Ok, ça se centre sur Rumpelstiltskin, cet épisode. En flashback, on découvre Rumpelstiltskin alors qu'il était enfant et que son père était juste un petit arnaqueur des grands chemins. Au début, je pensais que ça allait être un peu comme pour Jiminy Cricket, c'est-à-dire que ouais, des pères vraiment méprisables qui n'hésitent pas à arnaquer les autres malgré le fait que ça provoque leur malheur, etc., etc. Le fait est que le père de Rumpelstiltskin, c'est un peu différent. C'est quelqu'un qui on sent vraiment n'aime pas du tout prendre les responsabilités. C'est vraiment ce qu'on appelle un adolescent. Sur le principe, c'est quelqu'un voilà, qui apprécie pas trop devoir s'occuper avec responsabilité de son fils. Et il a pas envie de trouver un travail. Il aimerait juste trouver de quoi prendre du bon temps et avoir de l'argent pour ça le plus vite possible. C'est pour ça qu'il fait des petits jeux d'arnaque aux cartes à ce niveau-là. Et voilà, c'est un personnage de parent intéressant à montrer parce que voilà, c'est le genre de parent complètement irresponsable. Ce qui me laisse de me demander comment est-ce qu'il a eu Rumpelstiltskin, quelle femme a été d'accord pour être avec lui et pour lui laisser cet enfant. Allez savoir, dans un épisode futur, on aura un aperçu de la mère de Rumpelstiltskin. Tant qu'à faire, on a toute sa belle famille, hein. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? donc, donc pendant qu'il est parti chercher du travail, d'après ce qu'il dit, il laisse son fils aux soins de deux femmes qui tricotent, qui tissent sur des rouets. Je sais pas du tout qui sont ces femmes ou quoi que ce soit, pourquoi elles sont d'accord pour garder l'enfant, qui elles sont, etc. Ok, et je dis ça, c'est pas juste histoire de dire ok, c'est des gentilles femmes au passage, mine de rien, ces femmes finiront par le recueillir à la fin de l'épisode, et surtout, à un moment donné, elles disent ton père est un lâche et un truand, un voleur, vu comme un lâche et un voleur, tu n'arriveras jamais à t'en sortir en restant dans son ombre et en étant attaché à lui. Le mieux, c'est de pouvoir vivre seul, et elle lui donne un haricot magique. Genre voilà, comme ça, on a un haricot magique, tiens, vas-y, prends-le et pars ailleurs, loin de ton père, etc. Waouh! Je sais pas ce que c'est ce truc là, mais c'est mine de rien ces personnages, vu que ce sont des éléments déclencheurs importants, je trouve ça dingue qu'on les présente pas plus que ça, qu'on montre juste ça comme ah tiens deux femmes. Alors peut-être que la suite me contredira et qu'on aura un épisode qui expliquera mieux en détail qui sont ces femmes, mais là sur le coup je me dis ouais, vu l'importance qu'elles ont, je me dis comment ça se fait que vous leur donniez pas de nom ou quoi que ce soit. Enfin bon, grâce à ce haricot magique, il repart voir son père en lui disant que oui, tu es mal vu, tu es un voleur, etc. Si tu veux vraiment repartir, essaye de penser à un endroit autre que celui-ci grâce au haricot magique, dans lequel on pourra prendre un nouveau départ. Et le père de Rumpelstiltskin, qui est à nouveau un adolescent, se dit ah ouais, la période de mon enfance, adolescence me manque, où je me retrouvais dans un pays où il n'y avait pas à se soucier de quoi que ce soit, on pouvait faire tout ce qu'on veut. Ce pays, c'était le pays imaginaire. Et c'est là qu'ils s'y rendent, avec le haricot magique, lui et Rumpelstiltskin, et que il est tout excité, le père de Rumpelstiltskin, de voir ce qui lui arrive, alors que Rumpelstiltskin, étant un petit peu plus terre à terre et est un petit peu moins enjoué par ça, alors il essaye de trouver tous les moyens possibles pour réapprendre à voler, mais finit par se rendre compte que il peut pas, à son âge il peut pas trop, hein, il faut être jeune pour ça, et il a une discussion avec l'ombre. Alors on dit que c'est l'ombre de Peter Pan, mais au final c'est pas son ombre de Peter Pan, puisqu'elle était là avant Peter Pan, cette ombre. L'ombre qui surveille le pays imaginaire et qui lui dit tu peux pas, parce que les adultes ne peuvent pas voler, ne peuvent plus rêver au pays imaginaire. Et il passe un pacte avec l'ombre en lui disant que ouais, j'ai moyen de te rendre jeune à nouveau et
de pouvoir te permettre de vivre comme tu l'entends, sans règles, etc. Mais étant donné que tu as un statut de père, tu ne peux pas. Donc, il décide de se débarrasser de Rumpelstiltskin en lui disant tiens, désolé vieux, je peux pas vivre mon rêve si t'es là, donc vas-y, barre-toi, tu vivras mieux sans moi. Et on découvre qu'au final, depuis tout le temps, Peter Pan était le père de Rumpelstiltskin. Ok. Le principe de la révélation ne me dérange pas. Je trouve que c'est intéressant de voir, Peter Pan comme le, un adolescent avec quelqu'un qui n'accepte pas, qui n'arrive pas à s'intégrer dans le monde dans le monde de la vraie vie où il faut avoir des responsabilités, etc., etc., qui se dit, j'aimerais tant rester dans cette période où j'étais jeune. C'est une approche très intéressante de Peter Pan à ce niveau-là, et le fait est qu'il soit prêt à abandonner son fils pour ça, et un peu à le traiter comme une merde, parce que vraiment, quoi, quand dans un flashback précédent, quand il a attiré Bellfire et qu'il a rabaissé Rumpelstiltskin, putain, vraiment, il a vraiment traité comme une merde son fils à ce moment-là. C'est ça qui va me faire revenir sur 2-3 choses, mais ouais, ça fait un peu, ça devient un peu un connard fini par rapport à ça, mais le truc qui me pose légèrement problème là-dedans, c'est que voilà, sur le principe c'est très bien, ça fait un très bon Peter Pan antagoniste, mais depuis le début de la série, c'est pas que je l'ai pas vu venir. Oui, je l'ai pas vu venir, mais c'est surtout que il y a tellement de trucs qui me donnent l'impression que c'était pas du tout pensé comme ça. Il y a énormément de passages où je me dis, vraiment, c'était censé être ça depuis tout ce temps? Pourquoi tuer Peter Pan reviendrait à se tuer soi-même pour Rumpelstiltskin à ce moment-là? Je comprends pas. Je comprends pas la plupart des trucs qu'il a fait par rapport à Rumpelstiltskin, justement. Le truc, c'est qu'il voulait se détacher de son fils, pourquoi il l'a traité comme une merde? Non, sérieusement, je comprends pas. Pourquoi Peter Pan qui a décidé de se débarrasser de son fils pour vivre une vie jeune, insouciante, a décidé de comme ça, tiens, je vais te proposer un marché pour t'enlever ton fils en me considérant meilleur que toi, alors que je ne suis pas du tout meilleur que toi, je suis une grosse merde en soi, hein. En tant que personne, je suis une grosse merde. Ce type est non seulement détestable, mais j'ai vraiment du mal à comprendre certaines de ses actions en sachant ça maintenant. C'est pas gravissime, c'est quelques petits trucs ci et là que j'ai trouvé un peu bizarroïdes, mais en dehors de ça, je vous le redis, c'est une très une façon très intéressante, très originale et bien fichue d'envisager le personnage de Peter Pan. Donc ouais, c'est pour ça que je suis un peu tiraillé avec ça, même si je suis plus du côté c'est bien que du côté c'est pas bien, mais voilà, c'est juste histoire de dire. Dans le présent, Rumpelstiltskin et Regina retrouvent Emma et compagnie, et c'est un petit peu le bordel, la mésentente, parce que Bellfire finit par dire, ben vous savez que mon père là, il y a une prophétie qui dit que Henri causerait sa perte, et donc tout le monde est un petit peu suspect envers lui maintenant, en disant ouais. Donc t'étais là depuis le début pour te débarrasser d'Henri et pas pour le sauver, etc., etc. Donc ouais, je comprends, j'ai parfaitement compris les réticences des gens par rapport à ce niveau-là. Il essaye de gagner leur confiance en promettant de ne pas utiliser sa magie et en leur confiant la boîte de Pandore, ce qui histoire de les calmer un peu. Et on découvre aussi très rapidement, et ça c'est un truc qui m'a légèrement gavé, c'est le fait que il aurait de quoi faire un remède au poison de la plante qui a empoisonné le prince charmant pour permettre qu'il qu'il puisse rentrer à Storybrooke. Voilà, donc comme ça quoi, c'est balancé comme ça, et je trouve que c'est un peu dommage quoi. C'est ah merde, il y a une solution, comment on va résoudre ça? Ah bah vous savez que moi j'ai un truc pour résoudre ça. Ah bah, ok, cool, tout s'arrange. Ouais, j'en sais rien. Ce qui me surprend le plus, c'est surtout que, mine de rien, Blanche-Neige et le Prince Charmant sont plus partis sur le côté
était très fataliste là-dessus assez vite en fait, en disant ouais ok, il y a rien à faire pour ça, et puis ben au final, quoi, il suffit juste que Rumpelstiltskin attrape leur conversation et se dise bah c'est bon, j'ai un truc pour ça, c'est bon, y a pas de problème, ok, très bien. Moi, c'est vraiment dommage, je trouvais que c'était un drame qui pouvait être mieux géré que ça. Mais au bout d'un moment, très certainement, Rumpelstiltskin va rentrer avec tout le monde et va faire le remède pour le prince charmant et tout va s'arranger, etc., etc. Ouais, on aurait pu faire une meilleure conclusion, je suis désolé. Enfin bon, ils se rendent dans le camp de Peter Pan pour découvrir qu'il n'y a personne, enfin que Peter Pan n'est pas là et Henry non plus. Et ils découvrent que Wendy est là. Et Wendy qui, après un peu de persuasion, parce qu'elle croit encore que Pan tient les vies de ses frères en joue, mais au final non. Wendy qui finit par leur avouer ce qu'il veut faire réellement. Voilà, donc je sais pas pourquoi Peter Pan lui a confié ce qu'il savait, mais apparemment elle est au courant. Peter Pan en fait veut utiliser le cœur d'Henry pas pour sauver la magie, mais pour se sauver lui-même. C'est-à-dire que en utilisant le cœur d'Henry, le vrai croyant, il arrivera à avoir sa jeunesse illimitée parce qu'on découvre assez tard on découvre dans le flashback qu'il a une jeunesse et qui va durer très longtemps, mais qui n'est pas éternelle. Il y a un sablier, bon, qui a 150 ans quand même, c'est sympa, quoi, hein, c'est une longue période de temps. Il y a un grand sablier qui met une limite de temps par rapport au fait qu'il va rester jeune et vivre dans le pays imaginaire. Et après ça, ben, il reprendra l'âge qu'il était censé avoir et crèvera. Donc voilà, il ne veut pas ça. Et c'est pour ça qu'il a enrôlé Henry là-dedans. Et donc, en ayant appris ça, notre groupe se scinde en 3 parties. Déjà, la partie, on n'en a rien à foutre de crochets et de clochettes qui vont rester surveiller les enfants perdus. Bof, 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 on va rien faire pour ça. La partie, on en a encore un peu moins rien à foutre d'eux, c'est le prince charmant et Blanche-Neige qui vont chercher de l'eau de la fontaine qui a sauvé le prince charmant pour pouvoir le maintenir en vie le temps que Rumple concocte sa potion pour le sauver. Et notre groupe de 4 personnages centraux qui vont avoir une importance, enfin bon, je dis ça, mais ça va peut-être changer pour la suite, c'est-à-dire Rumpelstiltskin, Bellfire, Emma et Regina. Donc ils partent vers l'île du crâne pour retrouver Henry et Peter Pan. Mais malheureusement, Peter Pan a érigé une petite barrière de protection qui empêche les gens qui ont une ombre de passer. Mais comme Rumpelstiltskin s'est débarrassé de son ombre depuis l'épisode 2, à ce moment-là, il peut passer, mais pas les autres. Voilà, il essaye pas de dire ok, si j'ai enlevé mon ombre, je pourrais peut-être vous les enlever. Non, j'y vais tout seul, c'est bon, rassurez-vous. Ouais, c'était un peu pour forcer cette espèce de face-à-face entre père-fils. Et donc, pendant ce temps-là, nos 3 autres personnages se disent qu'ils vont pas rester là sans rien faire. Ouais, on pourrait peut-être faire un truc. Ouais, on aurait peut-être pu lui demander à Rumpelstiltskin de nous enlever nos ombres. Non, tant pis, trop tard, c'est fait. Bon bah, à la place, on va plutôt faire un sort qui va éclipser la lumière de la lune. Comme ça, on n'aura pas d'ombre et on passera. Voilà, c'est juste pour dire qu'ils vont revenir à la fin de l'épisode, mais ça n'empêche pas le petit face-à-face entre Rumple et Peter Pan, où chacun se dit ses 4 vérités, où Peter Pan essaye de se poser à son égal, alors que oui, c'est un sale con qui est bien pire que lui. Voilà, d'ailleurs, c'est pris par la série, donc c'était pas mal comme échange. À nouveau, j'ai vraiment pas le sentiment que c'était fait de façon, c'était amené de façon particulièrement satisfaisante. Voilà, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de révélations pour lesquelles je suis très content de les découvrir, parce que une fois que je me revois un petit peu ce qui s'est passé avant, je me dis ah, ils ont quand même laissé des indices pour comprendre ça, des trucs qu'on regarde après en se disant ah ouais, c'était bien pensé, j'y ai pas pensé là. Mais j'ai vraiment pas l'impression dans le reste de la saison jusqu'à maintenant, donc à nouveau, peut-être que j'ai mal vu certains signes qui étaient mieux faits que je pensais, mais c'est comme le coup de la poupée en fait. La poupée qu'on voit à la fin de l'épisode 1 qui a fait tomber Rumpelstiltskin en sanglots, ben c'est une poupée que son père lui a donnée nonchalamment à un moment donné. Et quand je dis nonchalamment, c'est
J'imagine que c'est genre le seul cadeau qu'il lui a offert, donc ça représente quelque chose pour lui, mais voilà quoi. Tiens, je te donne cette poupée, hein, ok, cool. Alors, on montre à deux trois reprises dans le flashback s'appuyer à cette poupée, et puis voilà quoi. Il la perd avant d'être viré du pays imaginaire, et je me dis, ouais, je peux comprendre que ça représente quelque chose d'émotionnel pour toi, mais pas au point de tomber en sanglots dès lors que tu la vois, surtout en sachant qu'il y a quelqu'un à côté. Sachant que, à nouveau, hein, ton père est un trou-duc. T'as eu l'occasion t'as eu l'occasion de l'expérimenter avant. Je sais pas, toute cette espèce de délire autour de sa poupée, comme quoi elle est censée représenter quelque chose de grand pour lui. Dans ce flashback qu'on a montré, j'ai pas ressenti ça énormément. Le fait est aussi qu'il a appelé sa poupée Peter Pan. Et donc c'est pour ça que son père, histoire de montrer qu'il a encore un début d'infection pour son fils, alors qu'il l'a pas du tout montré dans le flashback où il a ensorcelé Bellfire avec une flûte de Pan. J'y ai pas pensé sur le coup, ouais. Peter Pan égale flûtiste de Hamelin, et il fait ça avec une flûte de Pan. Est-ce que c'était assez cocasse quand on y pense. Oui, quand il a fait ça, il se comportait en vrai trou-duc, il considérait son fils comme moins que rien, quoi. Il a pris de haut. Tu t'y connais en abandon, toi, ta femme t'a abandonné, ton père t'a abandonné, c'est-à-dire moi, wink wink. Mais il y a un gros trou duc, et après il ose dire, mais tu sais que j'ai toujours de l'affection pour toi, regarde, à ton avis pourquoi je me suis fait appeler Peter Pan alors que c'est le nom que t'as donné à ta poupée, mon cul, quoi. Cette espèce de lien fort, cette espèce de truc tragique entre deux, entre le père Trouduc et le fils qui a été touché à vie à cause de ça, je trouve qu'il aurait pu être mieux amené. Je dis pas qu'il est mauvais en soi, je dis pas que c'est mauvais, c'est juste que je suis désolé, un truc aussi fort, ça méritait d'être beaucoup mieux instauré que ça pour moi. Voilà, je me plains alors que c'est pas mauvais, c'est juste que ouais, ça passe quoi, ça aurait pu être mieux fait. Mais voilà, donc Rumpelstiltskin sort la boîte de Pandore pour emprisonner Peter Pan. Oui, parce que étant donné que c'était le seul à pouvoir passer, il a fini par la reprendre, la boîte de Pandore. Qui au final est juste une espèce de petite prison dans laquelle on peut enfermer quelqu'un, quoi. C'est un truc, c'est un Mafuba sans dire Mafuba en gros, c'est ça le truc. Ouais, pourquoi ça devait être la boîte de Pandore si c'est juste une petite prison? Ah tiens, je t'ouvre, t'es emprisonné dedans. Oui. Mais Peter Pan, filou qu'il est, a échangé la boîte de Pandore avec une fausse, et c'est lui qui emprisonne Rumpelstiltskin à la place. Donc voilà, je me doutais bien que ça allait pas être une conclusion, étant donné que je sais que cette saison 3 est en deux parties, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie de 12 épisodes, une autre partie de 12 épisodes, d'après ce que j'ai compris. Donc l'arc avec Peter Pan va se régler à l'épisode 12. Et voilà, on est à l'épisode 8. Donc ça va pas se régler tout de suite et ça va pas se faire comme ça. Donc je me doutais bien qu'il y aurait ce genre de merde, de complications qui va se produire. Notamment par rapport au fait que, bon, il a convaincu Henry qu'il était là pour sauver la magie. Et qu'en donnant son cœur à Peter Pan, il sauvera la magie, mais que le prix à payer, ce sera de rester au pays imaginaire pour toujours. Voilà, donc bien entendu c'est faux, hein. Le prix à payer pour redonner son cœur à Peter Pan, c'est de mourir déjà, et puis ça ne sauvera pas la magie puisque la magie n'a pas besoin d'être sauvée. Le fait est que à ce moment-là, au moment où il s'apprête à donner son cœur à Peter Pan, Bellfire, Emma et Regina arrivent. Et c'est sans doute le passage avec lequel j'ai le plus de mal là. Parce que, comment vous dire, ils leur disent un peu ce qu'il en est, c'est-à-dire que Peter Pan lui ment et que lui donner son cœur, ben ça va pas aider Henry, ça va pas sauver la magie ou quoi que ce soit. Et ils ne développent pas plus. Ils ne développent pas plus certaines choses que Peter Pan a fait. Ils ne développent pas plus le fait que Peter Pan a enfermé Bellfire et donc il savait qu'il était vivant. Ils ne développent pas plus exactement ce que Wendy, par exemple, leur a dit qu'elle jouait la comédie, etc., etc. Et ils auraient pu développer beaucoup plus. Mais ils ont juste dit, ah non, Peter Pan te ment, ce qu'il fait, c'est juste pour sauver sa propre vie. Non, ils mentent, ce qu'ils font, ils te disent juste ça parce qu'ils ont pas envie que tu restes au pays imaginaire. Et après ça, ils argumentent pas.
Non, sérieusement, ils argumentent pas, ils disent pas des trucs que, personnellement, j'aurais été le premier à dire à ce moment-là, quand je suis face à mon fils qui s'apprête à donner son cœur à Peter Pan pour crever. Je veux dire, attends, écoute toute l'histoire. Wendy Amanti, elle s'est fait passer pour ça. Bellefeuille a été enfermé par Peter Pan pendant tout ce temps, etc., etc. Non, je dis, ils disent juste, nous croyons en toi, nous t'aimons, et c'est tout. Désolé, à un moment donné, il faut faire de l'explication. C'est comme avec la petite sirène 2 quand elle est face à... Quand Ariel est face à Mélodie et qu'elle lui dit non, ne lui donne pas le trident. Oui, élabore, développe. Développe. Dis pas juste ne lui donne pas le trident, c'est mal. Dis pourquoi c'est mal de lui donner le trident. Et explique des trucs. Développe. Ah. Donc ouais, Henry qui croit en fait que la seule raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils veulent pas qu'il quitte ils veulent pas qu'il reste au pays imaginaire éternellement et ils veulent qu'il soit à leur côté. Ben décide que non, je suis un héros, je vais me sacrifier pour sauver la magie. Allez tiens Peter Pan, je suis un con. Et mes parents aussi sont des cons. Donc ouais, Peter Pan reçoit le cœur d'Henry et devient ultra puissant et c'est cliffhanger. Là, j'apprécie le cliffhanger sur le principe, ça a été amené avec le cul. Ça c'est comme pour le passage entre Ariel et Mélodie dans La Petite Sirène 2, c'est amené avec le cul. N'empêche, c'est un épisode très épique qui amène pas mal de choses qui hype pour la suite. C'est-à-dire maintenant, Peter Pan est genre ultra puissant et semble-t-il immortel. Suite à ça, donc il va falloir trouver un moyen de sauver Henry parce que je suis sûr qu'il n'est pas réellement mort. Hein. Ils vont trouver un moyen de sauver Henry et d'arranger la situation, de tirer Rumpelstiltskin de sa prison, etc., etc. Voilà, tout ça, c'est très intéressant pour la suite. C'est juste que, ouais, il y a 2-3 trucs que j'ai trouvé qui étaient pas super bien amenés, pas super bien instaurés, qui font que cet épisode qui est censé être ultra épique, que je suis censé adorer, ben j'ai juste aimé, sans plus, parce qu'il y a des trucs, il y a des passages que j'ai vraiment trouvé, surtout la fin, vraiment. Mais bon, ça me hype pour la suite. Voilà, à bientôt pour l'épisode 9. Ciao!